Salut à tous et bienvenue dans cette seconde partie des vidéos sur le four de céramique. La première que je vous ai sortie, c'était il y a quelques semaines sur le four de biscuits, c'est-à-dire la première cuisson. Et cette seconde vidéo portera sur l'enfournement d'une cuisson émail. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Faustine, je suis céramiste entre la France et l'Espagne, plus précisément Barcelone. Mon studio de production est ici sur Barcelone à Poblenou. En France, j'ai aussi un petit studio qui est du coup chez mes grands-parents. Je pense qu'on va passer les étapes sur la présentation du four et toutes les particularités du four que j'ai ici, puisqu'elles sont toutes détaillées dans la vidéo précédente qui concerne la première cuisson, donc je vous invite à aller la regarder si vous voulez toutes ces infos. Je vais pas non plus vous faire de zoom sur comment j'émaille mes pièces puisque j'ai fait un live sur Instagram à ce propos, donc si vous voulez aller le voir, je vais vous mettre le lien de mon Insta dans la description pour que vous puissiez checker tout ça. On se retrouve du coup au niveau du four. Je vais juste, avant de commencer le chargement du four, vous parler de quelques particularités qu'il faut faire attention lorsqu'on charge un four de seconde cuisson. Premièrement, les pièces ne peuvent pas se toucher entre elles puisque l'émail va fondre et du coup ça fusionnera les pièces qui se touchent. Donc voilà, faites juste attention à cette condition quand vous chargez vos pièces qui ont été émaillées. Pareil que pour la première cuisson, il faut faire attention aux résistances. Il ne faut pas que les pièces touchent les résistances puisque encore une fois ça les fragilise et ça peut même les faire péter. Donc bon voilà, on va protéger les résistances, on les touche pas. Les pièces ne se toucheront ni entre elles ni sur les résistances. Dans un four, on a aussi un petit pic qui s'appelle le thermocouple qui va lui permettre au four de savoir à combien il en est et en fait il va servir de guide au niveau de la température. Donc celui-là pareil, il faut le dégager et il faut lui laisser assez d'air pour qu'il puisse mesurer au mieux la température actuelle du four. En gros, le thermocouple, ce qu'il y a, c'est que si vous collez une pièce trop près de celui-ci, il va prendre la température de la pièce et non pas la température ambiante du four. Du coup, ça va fausser les mesures et ça va vous fausser votre programme. Je vais aussi vous parler des pièces que je vais enfourner. Donc ce sont des pièces qui sont déjà passées en première cuisson. Ce sont des pièces à l'état de glazeware, donc qui sont prêtes à recevoir l'émail et qui vont du coup passer en seconde cuisson. Elles sont assez résistantes. Attention quand même parce que ça reste encore pas la finalité et elles ne sont pas encore complètement cuites. Mais elles sont assez robustes pour qu'on puisse par exemple les prendre avec une pince pour pouvoir les tremper dans l'émail. À ce stade-là, les pièces n'ont pas encore leur couleur finale. La terre qu'on voit va encore changer de couleur puisqu'on va monter encore plus haut en température et l'émail peut aussi affecter la couleur de la terre. Pareil qu'en première cuisson, pour la seconde cuisson, on va faire un Tetris. On va clairement jouer au jeu de qui va rentrer le mieux et quelle forme va être la plus adaptée pour perdre le moins d'espace possible. Encore une fois, on va essayer d'optimiser un maximum le four parce que pour des raisons d'énergie et aussi pour des raisons d'économie, il vaut mieux charger un four le mieux possible et donc le plus réfléchi possible pour qu'on perde le moins d'espace et que ce soit le plus rentable possible. Quand vous chargez un four, il ne faut pas hésiter à bouger un petit peu les pièces si vous voyez que ça peut rentrer mais qu'il manque un petit peu de place. Il ne faut vraiment pas hésiter à les bouger et à du coup jouer au Tetris. Le seul truc, c'est que si vous utilisez donc des émaux différents, il faut bien se secouer les mains ou sur le tablier avant de toucher une autre pièce qui est du coup d'une couleur différente. Mais aussi quand vous utilisez des émaux clairs et foncés, il faut faire attention à ne pas les mettre à côté ou du moins pas trop près parce que sinon il peut y avoir des transferts comme des espèces de nuances un petit peu qui se transfèrent en fait du foncé au clair, donc c'est pas forcément ce qu'on veut non plus, donc faites attention à ça et gardez-le bien en tête. Du coup, comme vous avez pu le voir, j'ai chargé pas mal de pièces et j'ai mis sous une corolle des test tiles qui ne sont pas à moi mais à quelqu'un d'autre du studio et qui m'a demandé de les mettre dedans. Donc j'ai essayé que ça me prenne le moins de place possible. Donc je les ai mis sous la corolle puisque ça passe, pour voir si ça passe vraiment puisque je ne peux pas mettre mes yeux dans le four. Je vais vous donner une petite technique qui m'a sauvé la vie plusieurs fois. Et ça pour le coup je vous assure que c'est vraiment un truc que j'utilise très souvent. Une chose très importante quand on émaille les pièces, il faut savoir que celle-là moi je l'ai trempée, donc on peut encore voir les marques de la pince. Par contre,
Le dessous est émaillé aussi. Il faut savoir que dans un four d'émail, on ne peut absolument pas laisser l'émail sur le fond de la pièce, du moins sur la partie où elle repose dans le four, puisque sinon elle va fusionner avec l'étagère et on va pas pouvoir la récupérer, elle va vraiment être collée à l'étagère. J'enlève tout cet émail à coups de raclette, donc c'est clairement une Aztec en métal. Je racle mon émail et comme ça je récupère le surplus dans mon seau d'émail. J'enlève donc tout ce dont je ne vais pas avoir besoin. Je fais mon pré-rebord et ensuite je vais venir les nettoyer à l'éponge pour que ce soit parfait. Donc maintenant je viens nettoyer à l'éponge et je fais vraiment propre ma base. J'enlève le surplus d'émail qui me reste. Je viens de remplir l'avant-dernière étagère, donc avec une grande assiette là-bas et 2 petites ici. Je pense m'arrêter là parce que de toute façon une 3e assiette ne rentrera pas. Je vais recouvrir d'une plaque, faire la dernière et ultime étagère du four et je vous montre tout ça. Voilà, le four est complètement rempli, ça a été un petit peu un casse-tête, il est 15h, ça a été la galère. Mais bref, on a réussi, je suis contente de vous l'avoir filmé. Je vais vous donner quelques petits conseils en plus de ceux que je vous ai déjà donnés. Et ensuite, on se retrouvera dans 3 jours pour le résultat final. Donc comme vous l'avez vu, il faut les espacer de plus ou moins 5 mm. Ça va dépendre des pièces au niveau de l'espacement, mais moi je conseille d'abord de regarder la forme et surtout l'épaisseur de la pièce, sachant que plus elle est épaisse, moins elle se déforme. Donc il faut toujours garder ça en tête. Et pour vous faciliter la tâche, si vous avez les fours assez loin de vos pièces, je vous conseille de prendre avec vous une petite quille d'enfournement pour que vous puissiez voir les tailles et mettre toutes celles qui ont une taille en dessous de la quille directement dans le four. Histoire que quand vous reposiez l'étagère dessus, elle touche les quilles et non pas les pièces. D'ailleurs, faites attention quand vous mettez l'étagère dans le four à bien la mettre de travers pour ne pas toucher le thermocouple parce que il est très fragile. Encore une fois, je vous le répète, faites attention à lui. Voilà, après, comme vous avez pu le voir, je mets en général les quilles d'enfournement en premier pour les avoir dans la même lignée que celle du dessous, histoire que mon four soit le plus stable possible. Et ensuite, j'arrange mes pièces autour de ça. Je peux les bouger un petit peu, voilà, ça garde quand même sa stabilité. Mais en général, j'essaie à peu près de les mettre l'une sur l'autre. Et vous avez bien sûr dû voir que tout en haut du four, la dernière étagère, il n'y a pas de quille d'enfournement puisqu'il n'y en a pas besoin vu qu'il n'y a pas d'autres étagères au-dessus. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Il faut toujours checker quand vous lancez un four que les alentours soient bien dégagés. Je vous conseille vraiment de faire attention à ça parce que pour une question de sécurité, il vous faut de l'espace autour de votre four quand vous le lancez. Moi personnellement, je vais le lancer ce soir, je vais le programmer du moins pour ce soir. On est mercredi, donc toutes les pièces sortiront vendredi. Voilà, je pense que tout est dit sur le four. Maintenant, on va passer à la courbe de température que je vais vous mettre juste ici, donc je me décale. Il faut savoir déjà qu'on commence toujours une courbe de température par un retard ou non. Moi pour le coup il est 15h, ça part à 10h, il y aura un retard. Ensuite ça monte entre 100 et 150 degrés par heure jusqu'à atteindre un palier d'environ 600. Et ensuite ça monte à fond, vraiment vitesse maximale jusqu'à 1235 pour moi, mais ça peut varier entre 1240, 1280, voire bien plus ou voire moins si c'est un four de basse température. Moi pour le coup je cuis à haute température. Ensuite, soit ça redescend, soit ça tient un plateau. Pour le coup, moi j'ai un petit plateau avant la redescente de température. Et encore une fois, on atteint les 80 degrés minimum pour ouvrir le four, histoire de protéger au maximum nos résistances. Vous vous demandez peut-être pourquoi je mets un palier à la fin une fois que ça atteint la température maximale. Simplement parce que ça permet d'homogénéiser la température et ça permet à la température vraiment d'être partout pareil dans le four. Voilà, je pense que je vous ai tout dit sur l'avant-cuisson. Maintenant, il nous reste juste l'après-cuisson, c'est-à-dire l'ouverture du four. On se donne rendez-vous dans 3 jours pour la surprise.
Ça y est, on est vendredi et je viens d'arriver à l'atelier. J'ai hâte d'ouvrir le four. Je vais avoir la surprise en même temps que vous. J'avoue avoir juste entrouvert pour regarder un petit peu les assiettes parce qu'en fait, il y a deux enjeux dans ce four. Premièrement, une commande personnalisée d'un service d'assiettes que j'ai fait et du coup, j'ai hâte de voir le résultat. Et deuxièmement, il y a les tasses-perles et c'est la première fois qu'elle passe en cuisson dans ce nouvel atelier et donc dans ce four-là. Donc voilà, hâte de voir le résultat. Et puis je pense que je vais finir la vidéo sur tout ça en images. Je vous montre l'ouverture du four en vidéo juste après. Et puis je pense que ça clôturera cette vidéo. Du coup, j'espère que vous avez aimé cette série sur l'enfournement et notamment cette deuxième vidéo sur la deuxième cuisson, donc celle de l'émail. Si c'est le cas, je vous invite à aimer cette vidéo, la commenter si vous avez ne serait-ce qu'une question. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne et à mettre la petite cloche pour ne louper aucune vidéo. Et puis voilà, il est temps pour moi de vous faire des gros bisous et de vous dire à très vite dans une prochaine vidéo.